Voilà, bienvenue à vous et à tous ceux qui nous écoutent à cette nouvelle rencontre sur les conséquences de la crise du Covid, spécifiquement dans le monde juridique. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Ferral-Schulz, qui est avocate associée au cabinet Ferral-Schulz de Sainte-Marie, qui est spécialiste en droit des technologies, ancienne bâtonnière du barreau de Paris, présidente du Conseil national des barreaux, le CNB, et un journaliste, vous a qualifié, une grande dame qui vaut bien des messieurs. Et puis, plaisir aussi d'accueillir Jean-Pierre Beuil, avocat associé et fondateur du cabinet Beuil Légal, spécialiste du droit bancaire, ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles, ancien président d'avocat.be, président de la Fondation Poulart, un grand communicateur, un créatif et un amateur d'art. Et enfin, Pierre Berlioz, qui est professeur de droit à Paris-Descartes, directeur de l'école de formation des barreaux de Paris, ancien conseiller du garde des Sceaux, un orateur incontournable si on parle du futur de l'injustice et de la profession, et qui a été l'initiative du rapport Aéry. Voilà, trois belles intelligences pour l'intelligence collective qui finalement est peut-être plus intéressante que l'intelligence artificielle. Première question, de manière plus globale, quelle fragilité cette crise met-elle à jour dans le cadre de nos organisations? Christiane, est-ce que vous voulez commencer? Oui, alors, si l'on parle directement de la crise du Covid-19, oui, ça a provoqué un état de sidération et le Conseil national des barreaux a évalué l'impact de ce confinement en procédant à un sondage qui a confirmé l'état de gravité extrême dans lequel sont les avocats dans cette situation. Alors, peut-être quelques chiffres quand même, parce que vous dire que la quasi-totalité, puisqu'on parle de 97% des avocats, qu'ils exercent de manière individuelle ou associée, ont vu leur activité impactée par la crise sanitaire et les mesures de confinement. Et on parle de 40% des avocats individuels qui se sont retrouvés totalement à l'arrêt. Alors souvent, ce sont des avocats qui font exclusivement du judiciaire ou principalement du judiciaire, mais 40% est un chiffre qui parle. Et on en a 80% qui ont déclaré que leur chiffre d'affaires s'est réduit de plus de 50% sur cette période. Ensuite, il peut y avoir l'état de stress provoqué par la situation, puisque beaucoup d'avocats ont déclaré qu'ils préféraient, qu'ils envisageraient de quitter la profession, que la profession était trop difficile à exercer. Donc, on a cette fragilité dont il faut parler et comme toujours une crise met en exergue, ne crée pas la fragilité, met en exergue la fragilité et a démontré que oui, il y a une fracture numérique qui existe dans la profession, oui, il y a que l'exercice individuel peut fragiliser, ça peut donner une force, mais en l'occurrence, ce sont quand même les avocats individuels qui sont le plus impactés. Merci. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu... Oui, j'avais peut-être trois réactions sur les fragilités. Une première réaction, la fragilité de la justice lors du confinement. Une deuxième réaction, c'est la fragilité de la justice lors du déconfinement. Et puis une réaction en complément à ce que Christiane vient d'expliquer par rapport aux avocats belges. La justice pendant le confinement, je reconnais que la justice ne sort pas grandie de la crise du Covid. Le pouvoir judiciaire, et c'est assez étonnant pour un des trois pouvoirs, a démissionné. La justice a été quasi absente. Je n'ai pas compris pourquoi les palais de justice s'étaient vidés, pourquoi les palais de justice avaient mis la clé sous le paillasson en ne s'occupant plus finalement que des affaires que le Collège des cours et tribunaux avait qualifiées, sans les définir, d'affaires urgentes. J'ai détesté de voir les palais de justice vides et je n'ai pas compris pourquoi les lieux de santé pouvaient s'organiser, les magasins d'alimentation, les pépinières qui avaient par chance des aliments pour animaux ont pu s'organiser et que les palais de justice n'ont pas pu s'organiser. C'est une très grande tristesse. Ça, c'est le confinement. En ce qui concerne le déconfinement, j'ai trouvé que la situation était encore pire parce que
le pouvoir judiciaire n'a pas non plus été à la hauteur, aucune cohérence, aucune concertation. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de chef dans le pouvoir judiciaire qui était capable de prendre des mesures cohérentes pour tout le monde. Chaque chef de corps est allé de sa petite ordonnance de son côté. Aucune volonté de rattraper le retard. Ça m'a frappé. Toutes les affaires ont été renvoyées au rôle pendant le confinement. Avocat.be avait demandé de raccourcir les vacances judiciaires parce que dans les 27 États membres, la Belgique est un des rares États membres à encore avoir 2 mois de vacances judiciaires. Nous avions proposé d'aller soit jusqu'au 17 juillet, soit de recommencer au 17 août. Le collège nous a dit non pour 2 raisons. Un, c'est que les magistrats avaient droit à des vacances, bon, comme si les avocats n'avaient pas droit à des vacances non plus, surtout sortant d'une période où certains ont moins travaillé. Et 2, que tout était déjà organisé et que c'était difficile, voire impossible à réorganiser. Mais tout ça montre la fragilité de la justice, absence de management, impréparation totale sur le numérique. Tout le monde a pu télétravailler, peu de magistrats ont pu télétravailler. Impossibilité, parce qu'ils le refusaient, d'envoyer numériquement des dossiers de procédure. On nous avait annoncé la possibilité d'avoir des audiences en vidéo, mais il n'y avait pas d'équipement. Donc on est dans une situation un peu tristounette. Alors en campagne électorale, tous les partis politiques étaient conscients qu'il fallait refinancer la justice, à concurrence de soit 500 millions, soit 1 milliard. On est certain maintenant, avec tout ce qu'on a dépensé, tout ce qu'il faudra rembourser, que la justice ne sera pas une priorité lors du déconfinement. Et je suis très inquiet sur l'avenir de la justice. Concernant les avocats, les fragilités, le sondage que avocat.be a réalisé montre que la situation est un petit peu moins grave qu'en France. 10% des avocats ont arrêté de travailler totalement et ont fait appel aux aides d'État, aux subventions. 70% des avocats ont arrêté de travailler ponctuellement et ont reconnu travailler en télétravail. Par contre, beaucoup sont affectés par des conséquences économiques, difficulté d'établir des facturations, de l'envoyer, d'être payé à temps et à heure, et surtout renégociation des conditions tarifaires. On a vu des sociétés importantes dont l'actionnariat est à l'étranger recourir à des entreprises qui se trouvent dans d'autres pays, plutôt vers les pays du Visegrad, et confier la renégociation des conditions financières des avocats à des sociétés tierces qui renégocient avec les fournisseurs à des conditions, je peux vous assurer, très, très difficiles. Fragilité économique également. Pierre, comment as-tu vécu les fragilités de l'organisation, ou bien vous avez pu mettre en place tout de suite une continuité à l'école des avocats? Comment ça s'est passé? Moi, je pense que, comme l'a dit Christiane, c'était un révélateur particulièrement cru de la réalité d'un certain nombre d'institutions de notre pays et notamment, enfin, moi, pour être à cheval entre l'université et la justice, moi, ce qui m'a frappé vraiment, c'est d'une certaine manière le délitement que ça a mis en exergue, à la fois de notre service public de l'enseignement et également de la justice. La situation que vous avez connue en Belgique, on l'a connue aussi en France, parce que absolument aucun moyen de travailler et de s'adapter pour travailler pendant cette période-là. Le numérique complètement absent, malgré un plan annoncé de développement du numérique, mais qui manifestement n'est pas là. J'ai travaillé pour un ministre qui avait dénoncé une justice en voie de clochardisation. On l'a vu très clairement, ça a été mis en évidence. L'université, c'est pareil. L'université, chacun a dû bricoler de son côté, les universités qui avaient du mal à fonctionner, un enseignement supérieur qui ne marchait pas. Et je crois que là, on a vraiment vu dans quel état étaient nos services publics. Évidemment, je ne parlerai pas de l'hôpital. Et on a vu aussi le dévouement, l'abnégation d'un certain nombre de gens qu'on constatait déjà auparavant.
Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très, très criant dans cette période, et qu'on a vu à la fois des solidarités, on a vu à la fois des dévouements incroyables, et on a vu aussi les situations dans lesquelles les gens qui sont censés faire fonctionner ces services publics se trouvent du fait d'un quasi-abandon ces dernières années, et notamment en termes budgétaires. Et moi, il y a un chiffre qui me frappe, quand bien même on peut avoir un attachement à des compagnies nationales, et quand bien même, évidemment, il ne s'agit que d'un prêt garanti, mais le prêt accordé à Air France, 7 milliards. C'est le budget de la justice en France. Évidemment, ce ne sont pas des situations absolument comparables, mais je crois que c'est quelque chose qui est quand même frappant. Et moi, je l'ai vu pour l'organisation, et je pense qu'on y reviendra, de l'école, la nécessité qu'il y a quand même à disposer de moyens à se préparer à cette situation. Et je sais que si on doit se reconfiner, on le vivra d'une manière totalement différente de la manière dont on l'a vécu le 16 mars, parce qu'on n'avait pas les outils. Aujourd'hui, on s'en est doté avec l'urgence, etc. Bon, on a bricolé un peu, mais on a pu 10 jours se mettre en état. On n'a pas pu le faire dans le domaine de la justice, on n'a pas pu le faire dans le domaine de l'enseignement supérieur, tout simplement parce que ça fait des années qu'on bricole, et parce que il y a quand même un certain désintérêt pour le régalien, qui est un secteur non économique, et que finalement, on investit là où il y a du retour sur investissement, mais qui est du retour sur investissement financier, ce qui est complètement absurde de la part de l'État. Et donc, je crois qu'il y a un besoin d'État, mais de remettre l'État à sa bonne place, et de remettre l'État sur ses missions fondamentales, et pas sur de la recapitalisation, sur du caporalisme financier. Donc ça, je crois que c'est quelque chose, enfin, l'État stratège économique, je pense que la crise a montré aussi que ce n'était pas forcément son rôle et qu'il devrait se recentrer sur autre chose. Comment des organisations comme les vôtres peuvent-elles convaincre, parce qu'il y a aussi l'opinion publique, il y a les acteurs de justice, qu'il faut faire les choses autrement demain? En France, vous avez fait la grève, longuement aussi, juste avant la crise, pour des motifs plus particuliers, notamment sur l'organisation des pensions. Mais comment créer un changement dans les mentalités pour que les choses soient différentes après cette crise? Alors, je pense que vous évoquez la grève. Alors, comme c'est un sujet qui revient très souvent chaque fois qu'on parle du Covid-19 en disant que c'est dans la continuité, je pense important de rappeler que pour que des avocats se mettent en grève, il faut vraiment qu'on soit en situation difficile. Et cette grève, elle a permis de révéler un barreau qui est un barreau très engagé, qui consacre beaucoup d'énergie dans tout ce qui est aide juridictionnelle, les permanences pénales, dans cette justice de proximité, mais qui donne vie à ce que doit être l'accès à la justice. Et il travaille dans des conditions difficiles. Donc oui, le Covid est arrivé à l'issue de cette pratiquement 2 mois de grève, ajoutant à la fragilisation. Mais ce que ça a mis aussi en évidence, c'est cette fissure qui, j'ai presque envie de dire, cet écart qui est en train de naître avec la justice. En fait, les avocats, quand vous les entendez, qu'est-ce qu'ils rappellent? Ils rappellent toujours les valeurs essentielles de la justice. Évidemment qu'on est pour le numérique, pour la modernisation, mais chaque fois qu'on se bat, on se bat sur quoi? On se bat sur l'accès à la justice, donc on va parler d'aide juridictionnelle, on va parler des libertés, et de la défense des libertés. Et on voit bien que dans les recours qu'on engage, ce qui nous tient à cœur, c'est que les droits de la défense soient respectés. C'est le droit d'accès à un avocat. Ces éléments qui nous apparaissent choquants. Donc, et c'est une justice humaine. Et c'est quoi la justice humaine? C'est ce chemin qui nous paraît nécessaire. Hein. Le numérique nous a cruellement manqué. Ça a été très bien dit par Jean-Pierre et Pierre. On a besoin du numérique, mais à une condition, c'est qu'on ne touche pas à ces valeurs essentielles et qu'on ne touche pas à l'unicité du procès, à l'oralité du procès,
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver et positionner le curseur et réfléchir ensemble à une manière de changer les choses. Mais je vous donne un exemple que j'ai vécu à titre personnel. Je reçois un message d'un juge, de la présidente d'une chambre d'appel qui me dit votre dossier, êtes-vous d'accord pour déposer votre dossier? Il s'agit d'un dossier dont le client attend la confirmation depuis je ne sais pas combien d'années. Ça arrive en plein Covid. Je pose la question au client qui en a tellement assez d'entendre qu'il dit oui, on y va. Donc, dépôt du dossier. Impossible de transférer l'intégralité des pièces au magistrat. Il y a 2 pièces dont le volume est tellement important qu'on ne peut pas, et son système ne permet ni les liens hypertextes, ni une clé USB. Et le choix a été fait de déposer le dossier sans 2 éléments de preuve. Donc, on se dit qu'on arrive quand même à une situation moi j'ai bien aimé le terme de clochardisation. La justice n'est pas un service public comme les autres. Et la justice mériterait un véritable traitement. Alors, j'entends qu'il n'y a pas d'argent, mais on en trouve pour justement renflouer Renault, pour renflouer les compagnies aériennes, mais jamais la justice. Et tout à l'heure, Jean-Pierre évoquait les éléments de contexte pendant la crise. Oui, on a été stupéfait de voir ce qu'a donné la justice, une justice atomisée en France, à 164 vitesses en fonction des barreaux. Et avec cette suspension de beaucoup de contentieux, puisqu'il ne restait que le contentieux des libertés, les urgences, les avocats se sont retrouvés à l'arrêt. Mais qu'est-ce qu'annonce le déconfinement? En fait, ça annonce une justice sans visibilité. Et surtout, enfin, moi, le ressenti que j'ai, c'est que les avocats ne sont pas considérés comme des partenaires au même titre que les fonctionnaires de justice et que les magistrats. Et je vous donne le dernier exemple qui date de 2 jours. Il y a 2 jours, les magistrats et les fonctionnaires de justice ont un accès prioritaire pour la scolarisation de leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, les avocats, ils font quoi? Ils ont besoin d'être devant les juridictions. Ils sont les interlocuteurs des magistrats. Donc, de considérer que nous ne sommes pas des acteurs essentiels, les key workers au sens de ce qui se passe au Royaume-Uni, pose problème. Et mérite réflexion. Et quand vous regardez la carte du monde, là où les avocats ne sont pas considérés, là où les ordres sont supprimés, comme en Iran pas plus tard que la semaine dernière, là, vous avez une disparition de la justice. Et l'avocat est le dernier rempart défenseur des libertés. Donc oui, la justice est sinistrée avec peut-être, grâce au Covid, une prise de conscience de la gravité. On est en train, avec le maillage territorial, de désertifier les régions. On est en train d'appauvrir la justice, on est en train d'écarter les avocats, on est en train de les décourager d'exercer, et il ne restera plus qu'une catégorie d'avocats. Merci. C'est vrai que dans les journalistes, quand même, tout doucement, a tiré l'alarme, puisque le journal Le Point titre « Le jour où la justice s'est arrêtée ». Le journal belge Le Soir parle de la crise sanitaire qui a terrassé la justice pénale. Jean-Pierre, comment faire en sorte que les choses bougent, parce que ça fait quand même des années qu'on se plaint du manque d'investissement dans la justice, que toutes les parties demandent des magistrats supplémentaires, que finalement, en termes d'organisation et de modernisation et de management, il y a encore des choses qui n'avancent absolument pas. Comment faire en sorte que les choses bougent? Et comme Christiane le dit très, très justement, mais finalement, c'est un risque pour la démocratie de voir cette justice en péril. La crise du Covid a fait bouger les choses à l'envers. C'est ça qui est particulier. D'abord, je ne sais pas comment on est arrivé à mettre dans l'échelle des valeurs la santé comme étant la valeur suprême, sans qu'il y ait eu un débat là-dessus. Il n'y a pas eu un débat démocratique disant par rapport aux libertés fondamentales qui sont
dans les principes généraux de droit ou dans la Convention européenne des droits de l'homme, on a décidé, je dis bien on, que c'était la santé la valeur supérieure. Qui a été le sauveur de la santé? Il faut quand même le reconnaître. Ce n'est pas les entreprises, ce n'est pas les GAFA, c'est l'État. C'est l'État national, c'est l'État souverain d'une part, et c'est l'État européen. Et je reconnais que j'apprécie l'initiative du président Macron et de Madame Angela Merkel, qui est de solidariser la participation au renflouement des États et des entreprises. C'est une première depuis très longtemps. Je ne sais pas si le Conseil de l'Union européenne va suivre, mais c'est une vraie belle idée parce qu'on met en avant comme solution de la crise la solidarité. Alors, la question, elle est, qu'est-ce que nos organisations font à cet égard? Moi, je constate que ce sont les ordres nationaux qui ont pris le pouvoir. Ce sont les ordres nationaux, et cette crise l'a révélé, qui sont souverains. Parce qu'avant, nous avions cette multiplicité des barreaux, des ordres locaux, ce puzzle, ce tissu urbain, où il y a des bâtonniers à gauche et à droite qui sont indispensables, mais indispensables probablement pour la discipline locale et pour le bon ordre local. Mais au niveau du traitement de la crise, ce sont les ordres nationaux, me semble-t-il, qui ont pris le devant. De quelle manière? En faisant le lobby qu'il se doit de faire pendant cette crise. C'est un lobby auprès de l'exécutif et moins à l'égard du Parlement, puisque le Parlement avait délégué quasi tous ses pouvoirs au gouvernement par des pouvoirs spéciaux, ce qui a donné l'occasion aux ordres de négocier avec le gouvernement pour faire en sorte que tous ces textes de pouvoirs spéciaux respectent, si faire se peut, encore certaines libertés fondamentales. Je me rappelle le débat qu'on a eu sur les vidéo-audiences, sur les procédures écrites, sur le paiement, nonobstant la crise, des indemnités revenant aux avocats faisant de l'aide. Ce sont des combats qu'on vient de mener pendant 2 à 3 mois et on a obtenu quand même des résultats. On est allé, nonobstant le confinement, se battre au Parlement, dans des commissions parlementaires. On a quasi quotidiennement donné de l'information aux avocats sur tous les nouveaux textes, on les a commentés, on les a triturés, on s'est battu pour qu'il y ait également des aides économiques qui étaient réservées plutôt aux indépendants, de faire en sorte que par des passerelles, ce soit aussi les avocats qui puissent en bénéficier. C'est tout ce travail. À l'égard de l'informatique, nous avons un système que Stani connaît bien, qui est le système de la DPA, qui permet de déposer des actes par voie numérique. Pendant la crise du Covid, les ordres nationaux ont décidé que ce serait gratuit. Maintenant, je ne sais pas si on pourra revenir en arrière, mais on a fait l'effort financier d'offrir aux barreaux, pendant toute cette période, la possibilité d'utiliser ces outils numériques gratuitement. On a été aussi les lanceurs d'alerte. Moi, ça m'a frappé de voir dans cette crise nos libertés fondamentales qui ont été soit supprimées, soit réduites à néant. La liberté de circulation, la liberté d'éducation, on a fermé les écoles, le droit à la santé, les hôpitaux ont été fermés en partie pour toute une série de services. Toute une série de libertés ont disparu. La liberté du culte aussi. Nous nous sommes battus pour sauver quand même les principes généraux. Et quand je vois dans le texte fondamental de la Constitution qu'on ne peut pas modifier et supprimer ces libertés fondamentales, je me dis, mais comment est-ce qu'on a géré ça? Parce qu'en Belgique, contrairement à d'autres pays, nous ne connaissons pas les notions d'état d'urgence ou les notions d'état de crise. Ce ne sont pas des notions juridiques qui existent. Alors certes, on utilise alors des notions comme l'état de nécessité. On s'est battu pour que les principes de légitimité, les principes de légalité, les principes de proportionnalité soient respectés. Et pour vous donner quelques exemples, le traçage, nous nous sommes opposés au traçage. Pour le moment, l'autorité de la protection de la vie privée et le Conseil d'État nous ont entendus et se sont aussi opposés au traçage, mais les juristes vont bien trouver une solution pour revenir par une autre porte. Nous nous sommes opposés également au listing qui était prévu
lors de la réouverture des restaurants qui va se passer dans 2-3 jours. J'ai entendu hier que le gouvernement a entendu ce message et a abandonné l'idée des listings dans les restaurants. Donc, le travail que les ordres nationaux ou communautaires ont fait a été un travail utile pour la démocratie. Ça montre en quelque sorte que la crise a révélé une forme de souveraineté, pour prendre un mot que Éric Zemmour en France, mais surtout maintenant Michel Onfray remet au goût du jour, à remontrer une souveraineté des ordres d'avocats au niveau national ou communautaire. C'est un point positif. Pendant la crise, les ordres ont continué à travailler et pour prendre l'avocat.be par exemple, il y avait des conseils d'administration 1, 2, voire 3 fois par semaine et ce travail a porté des fruits. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec notre organisation institutionnelle extrêmement compliquée, notre lasagne et certaines revendications du nord du pays, que de plus en plus la vision de la justice soit différente au nord et au sud? Si, mais nous veillons toujours, et le travail n'est pas simple, à parler en même temps avec l'ordre Van Vlaams-Bali, puisque nous avons 2 ordres communautaires. Nous n'entreprenons rien sans une concertation avec les 2 ordres. Et nous essayons toujours de faire la démarche à l'égard du ministre national et communautaire avec les 2 ordres. Même chose pour les communiqués de presse, nous les faisons, si possible, en même temps. Et je reconnais que dans 80% des cas, ça marche. Et puis, il y a l'identité d'un chacun qui peut avoir une nuance, une différence. Et je crois qu'il faut laisser ces identités parler. Ça n'est pas très grave. Pierre, toi qui as été dans un cabinet ministériel, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses? Il y a beaucoup de choses à faire bouger. Je pense que le premier point, c'est de revenir à l'essentiel et de penser les choses non pas sur du très court terme, mais de penser les choses sur du terme un petit peu plus long et avec une vraie perspective et une vraie stratégie. Tu évoquais mon passage en cabinet, notre cheval de bataille, il y a eu 2 choses. Dans un premier temps, il y a eu le budget de la justice et ensuite, c'était la loi de programmation. C'était travailler pour que sur une mandature, sur 5 ans, on puisse véritablement avoir une stratégie, une vraie gestion de la justice et du service public. On l'a vu, la loi de programmation, elle a été reniée d'1 an, elle a été réduite dans ses ambitions et finalement, ça a accouché de rien. Et c'est un réel manque en fait, c'est d'avoir une vraie stratégie, une vraie ambition, une vraie perspective qui permettent de faire adhérer ceux qui travaillent sur le terrain. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Et c'est vraiment le premier axe. Et c'est un État qui ne se mêle pas de tout, mais qui vient aider et qui vient permettre les initiatives. Et je crois qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal chez nous, mais qui est quand même tout à fait significatif, c'est qu'on a un président qui a été élu à partir des marcheurs, donc à partir de l'initiative. Et c'est en ça qu'on peut avoir un rôle. Mais en fait, après, il s'est complètement coupé de ça. Et résultat, il a eu quoi? Il a eu le contre-coup, les gilets jaunes. Et on voit comment, avec cette crise, en fait, ce qui a marché, c'est là où il y a de l'initiative, c'est là où finalement les ordres dans notre domaine, certains tribunaux, certaines institutions ont réussi à se débrouiller et à faire naître avec ce qu'elles avaient. Et je crois que ça démontre qu'il faut que l'État se remette sur ce qui est son vrai rôle, et notamment que l'exécutif revienne à ce qui est son vrai rôle, c'est-à-dire non pas de légiférer, mais d'accompagner, d'être présent pour qu'on puisse faire, pour que les acteurs de terrain puissent effectivement faire ce qu'ils ont à faire et que l'exécutif soit là pour le faire. Et donc que l'exécutif arrête de passer son temps à légiférer. Enfin, la crise l'a montré aussi. On a un État qui est un producteur incroyable de normes, un nombre d'ordonnances considérable, mais où finalement la seule utilisation de la loi, c'est pour fixer des barrières, c'est pour encadrer, c'est pour réglementer, et où finalement la mise en œuvre, l'application, y compris dans sa dimension d'accompagnement, est complètement négligée. Une justice qui est à l'arrêt, effectivement, à laquelle qu'on ne permet pas de fonctionner.
et en matière économique, où on va aller chercher le gel des délais et pas l'utilisation des tribunaux de commerce, par exemple, pour accompagner les entreprises en difficulté. Donc, on gèle tout, on arrête tout, on prend une disposition qui est juste l'expression d'une autorité et où on va tout arrêter. Et finalement, on verra bien après, mais sans permettre que cet après puisse se gérer. Parce que maintenant, il va falloir quoi? Donner les moyens, y compris humains, d'intervenir pour pouvoir faire cet accompagnement. Et je crois qu'il faut justement remettre l'État à sa place et qu'il l'occupe pleinement, et que l'État aussi accepte de faire confiance aux différents échelons pour gérer les choses. Les régions, on l'a vu, ont revendiqué leur place. Les ordres chez nous ont aussi pleinement un rôle à jouer. Les organisations interprofessionnelles aussi, et de façon à créer cette synergie et surtout à permettre cette remontée d'initiative, permettre aux acteurs de terrain d'effectivement remplir leur rôle et en étant accompagnés par l'État. Et c'est là que nos institutions vont pouvoir intervenir parce que ce sont elles qui connaissent la réalité du terrain, qui sont capables de faire remonter les bonnes pratiques, qu'ensuite l'État va pouvoir accompagner, le cas échéant consacrer, et faire que ça, qu'on fluidifie, qu'on revienne aussi à une conception du droit qui est un facilitateur et non pas un empêcheur. Et ça, je crois que c'est très important. Et on a apporté ce message. Et là, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. Alors, on a vu au cours de cette crise beaucoup d'abord des engagements extraordinaires de tout le personnel de santé, de tout le personnel qui a assuré la continuité de la vie de tous les jours dans différents secteurs, le nettoyage, les poubelles, l'alimentation, même l'enseignement à distance, des choses absolument formidables. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Hein. On voit bien des avocats qui ont dû vivre très difficilement le travail à distance, puisqu'il y avait des multiples activités à faire en même temps. Puis il y en avait d'autres qui ont vu des diminutions importantes de leur chiffre d'affaires, plus la peur et l'inquiétude. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message d'espoir à tous ceux qui ont vécu cette crise, que finalement demain pourra être plus beau qu'aujourd'hui? On a vu des superbes engagements de la société civile en termes de solidarité. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme message d'espoir à tous ceux qui ont souffert dans cette crise? Alors moi, je pense réellement que cette crise a permis aux avocats de gagner en visibilité. Les avocats, oui, ont joué leur rôle de porteurs de valeur. Ça a été très bien dit. Lanceurs d'alerte, également défenseurs des libertés. Ils n'apparaissent plus aussi comme nécessairement des nantis. Ils sont devenus humains, ils sont devenus accessibles et d'une certaine manière, il me semble que le public leur donne une place. La solidarité a joué. Nous avons été présents pour apporter des renseignements, des informations. Nous avons mis en place un plan d'aide de lutte contre la violence intrafamiliale en période de confinement. On a accompagné. Donc, il y a eu ces mesures qui ont été très bien relayées par la presse et on a eu cet écho positif. Alors, il y a eu parallèlement, effectivement, cette prise de conscience très forte que la justice n'était pas à la hauteur. Pas à cause des acteurs, mais que la justice n'a pas les moyens de ses ambitions et que, quelque part, il y a cette unité qui se met en place. Donc, Jean-Pierre parlait du rôle il évoquait le national. Moi, j'ai trouvé qu'on avait gagné l'unité de la profession et que tout à coup, il y avait eu cette résonance qui fait que la profession parle d'une seule voix. Et ça, je pense que c'est important. Donc, il y a de l'espoir parce qu'il y a l'envie d'exister, l'envie d'accompagner. Et moi, je suis très sensible à ce que vient d'expliquer très bien Pierre. Moi, ce qui m'a frappée, parce que l'une des raisons pour lesquelles je m'étais présentée à la présidence du Conseil national des barreaux, c'était à raison des promesses du numérique et des modes des règlements des litiges, les fameux MARD, qui étaient les deux piliers de la réforme de la justice.
avec cette intime conviction qu'il ne fallait pas toucher aux valeurs essentielles, mais qu'on pouvait moderniser, accompagner, donner beaucoup à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on a accouché d'une souris et que finalement, cette réforme, après, à part l'empilement des textes qui ont perturbé les modes de fonctionnement et ont ajouté au désordre, on n'a pas le sentiment d'une réforme digne qui permette de porter. Et quand il dit on a manqué de concertation, oui, on a manqué de concertation parce que finalement, nous étions des interlocuteurs qui étions force de proposition. On avait envie de réformer la justice. On avait envie d'une justice belle, grande, posée là, comme ce qu'elle doit être, un pilier de la démocratie. Et il n'y a pas eu d'accompagnement de ces propositions. Il y a eu des réformes qui, pour nous, sont des réformes d'économie et pas des réformes d'investissement. Et je pense qu'il faut arrêter de raisonner en économie et toutes les propositions visent à écouler les stocks, contourner les difficultés, perdre le moins de temps possible avec les avocats. Et donc, on a perdu finalement sur tous les tableaux parce que la fracture numérique, elle est toujours là. Les modes amiables ne sont pas réfléchis comme une option donnée, mais comme une solution pour contourner, encore une fois. Donc, on perd l'essence même de ce que doit être, par exemple, une proposition de médiation. Et on voit bien ici qu'on brouille, on a réussi à brouiller tous les messages. Donc, on peut accompagner, on peut concerter, on peut dialoguer. Et je suis tombée récemment sur un article qui m'a beaucoup intéressée, qui parlait finalement des démarches de concertation qui existent dans plusieurs pays. Donc, accompagner les idées, voir comment, non pas se substituer à des professions dont on ne connaît pas le mode de fonctionnement, mais plutôt les accompagner dans des projets voulus. Donc, nous, on avait lancé les États généraux de l'avenir de la profession. Certes, ça n'avance pas vite, le contexte n'a pas permis de le faire parce qu'on a finalement mué la réforme et de la justice, mais aussi des retraites et puis le Covid, mais avec des vraies propositions et tout le monde a joué le jeu. Merci, Christiane. Jean-Pierre, un message d'espoir. Oui, je partage assez bien ce que Christiane vient de dire. Et sur l'unité des barreaux, c'est vrai que c'est quand même grâce à Christiane que les barreaux en France et au travail du barreau de Paris et la conférence des bâtonniers est apparu aujourd'hui unis et à mener des combats qui sont des combats magnifiques. Nous avons la chance, je crois, en Belgique aussi, que la profession apparaisse unique et unifiée et que nous pouvons parler d'une seule voix, tant à l'égard du monde économique que le monde politique ou social. S'il y a un progrès encore à faire pour la profession, je pense qu'on devrait encore mieux s'organiser au niveau européen. Je crois que l'organisation du Conseil du CCBE, le Conseil des barreaux européens, n'est peut-être plus adaptée à notre temps. Avoir un président qui change chaque année, avoir si peu de moyens pour un enjeu quand même qui est capital dans le monde de demain, quand je vois comment l'état de droit est traité dans des pays comme la Pologne, comme la Hongrie, comme la Roumanie, et je me dis, nous, qu'est-ce que nous faisons au niveau du Conseil des barreaux européens? Je n'ai pas entendu le CCBE pendant la crise du Covid, ce qui me donne à penser que tout a été réglé au niveau national. Mais s'il y a un message d'espoir, un premier message à faire passer, c'est continuer à se battre et investir dans le Conseil des barreaux européens. Un deuxième message peut-être, c'est que le rapport à autrui a été abîmé pendant cette crise du Covid. Ce rapport à autrui doit se reconstruire. On nous a coupé de nos clients les plus fragiles, les plus démunis, les clients qui sont les damnés de la société, les clients qui sont les affaiblis, ceux qui croupissent en prison, ceux qui sont dans les centres de réfugiés, dans des asiles psychiatriques. Par ce confinement, on nous a éloignés de ces gens-là. Et je crois que nos barreaux et nos avocats devons les retrouver, devons les rechercher. On s'est barricadé pendant 3-4 mois. On a pensé finalement beaucoup à soi.
On est même allé jusqu'à encourager la délation des comportements qui étaient des comportements inadéquats par rapport aux règles que nos autorités fixaient. J'ai même entendu le premier discours du président Macron dire que nous étions en état de guerre avec tout ce que ça peut comporter comme comportement. Cet éloignement de l'autre m'a fort interpellé pendant cette crise. Et ce qui me frappe aujourd'hui dans le déconfinement, on a tous cette expérience de la famille retrouvée, des proches retrouvés, c'est qu'on a envie de se voir, on a envie de se toucher, on a envie de rester des soirées, dans ces belles soirées de printemps, longtemps, longtemps ensemble. Et nos clients aussi, nous devons retrouver quelque part ce rapport à autrui, reconstruire et montrer quelque part à la société que les avocats sont là, non pas dans le virtuel, mais dans le vivant. À côté de ça, il y a un troisième message aussi, je pense, c'est l'organisation du travail. Nous avons sans doute tous télétravaillé, on s'est conclu dans cela, on a peut-être ses peurs, ses angoisses et ses stress, et on s'aperçoit que les jeunes ont des difficultés à revenir dans nos cabinets, parce que finalement, il y avait les embouteillages, il n'y a plus, on peut s'occuper des enfants en même temps qu'on travaille, on est mieux concentré, mais peut-être que ce télétravail, s'il va faire des économies dans les entreprises et une réduction de frais et de charges, n'est sans doute pas la panacée. Et nous devons avoir des réflexions collectives et individuelles sur la manière de travailler ensemble pour faire sortir d'une part l'humain, le virtuel ne prendra pas le pas, et d'autre part l'aspect créatif. Parce que je pense que plus on fait des réunions en vidéoconférence, moins les apartés se font et moins la contradiction et moins la création apparaît. Et dernier message que je voulais faire passer indépendamment des initiatives collectives qui doivent être prises de réorganisation, d'investissement dans l'intelligence artificielle, dans les nouveaux produits d'actes d'avocat, class action, etc. Tout ce qu'on connaît pour la modernisation de la profession, et l'occasion est peut-être là pour remettre le chantier sur la table, c'est le fonctionnement de la justice. Ce que je crains, c'est que les décisions qui ont été prises en pouvoirs spéciaux, dont on nous a dit que c'était provisoire et temporaire, pour certaines restent. Et il faudrait être extrêmement vigilant et déterminé pour s'opposer à ce que les procédures écrites prennent le pas, à ce que les vidéoconférences dans les prisons prennent le pas. Il faut que les barreaux continuent à se battre pour que les valeurs essentielles de la profession, les valeurs fondamentales dans l'organisation du fonctionnement de la justice passent au-dessus. J'étais frappé de voir notre ministre de la Justice venir avec un paquet de nouveaux textes qu'il a appelé pot-pourri, il appelle ça toujours pot-pourri, Covid. Et quand on regarde toutes les mesures qui sont là, on s'aperçoit que sous couvert de solutions à la crise, il vient avec des démons et des diables, de suppression de la cour d'assises, de suppression du juge d'instruction, toutes sortes de mesures qui n'ont rien à voir avec la crise sanitaire que nous avons eue, rien à voir avec la crise économique qui se profile, mais qui sont d'autres chiens fous d'un certain totalitarisme politique pour évacuer toute une série de droits qui sont des droits ancrés dans nos démocraties. Tu auras vu que la question de l'open data va prendre encore 2 années de recul, puisqu'il y a un projet également de reculer tout ça de 2 ans. Oui. Ça fait partie de ce que tu viens de dire. Pierre, quel est ton rêve pour la justice de demain? Moi, en lien avec ce que Christiane et Jean-Pierre ont dit, je crois qu'il y a un terme qu'on a entendu beaucoup pendant cette crise, qui est un terme affreux, qui était celui de distanciation sociale. C'est vraiment un terme atroce et heureusement, il a été corrigé par distanciation physique, pour bien dire que le sujet était de se tenir à 1 mètre ou 1,50 m de distance. Mais je pense que ce terme est véritablement l'antithèse de ce qu'il faut. Et le message d'espoir, dirait que c'est plutôt au contraire que par un lien social, par, Christiane a parlé d'unité, Jean-Pierre aussi, c'est ça qui est important et qu'on a vu à l'œuvre. Qu'on a vu à l'œuvre par les applaudissements des soignants, par cette espèce de communion autour des acteurs de notre santé. Ça aurait pu être sur d'autres sujets, mais c'est surtout cet esprit de cohésion, cet esprit d'unité
cette volonté de faire les choses ensemble, de travailler ensemble, en s'écoutant, en discutant, en réfléchissant ensemble. Tu as parlé, pour commencer, d'intelligence collective. Et je crois que l'espoir, il est là. L'espoir, il est dans l'humain, dans la cohésion, qu'elle soit nationale, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit plus locale. C'est cette cohésion dont on a besoin. C'est cet esprit de collaboration, cet esprit de travail en commun, cet esprit d'œuvre commune. Et c'est en ça aussi, je crois, que les juristes ont un rôle important à jouer, puisqu'ils sont les principaux acteurs de cette cohésion. Ils sont les principaux acteurs de cette fluidité des relations sociales, de cette harmonie des relations sociales et de cet esprit d'aller de l'avant tous ensemble et pour améliorer les choses. Et c'est ça qui me paraît important. Et je crois qu'il est important que les gouvernants fassent confiance à la société, fassent confiance à la société, fassent confiance au corps intermédiaire. Et il y a un point fondamental, enfin, je crois qu'on le montre avec les ordres, avec le CNB en France. Les corps intermédiaires ne sont pas l'ennemi, au contraire, ils sont importants parce qu'ils sont l'intermédiaire, justement, le relais entre le gouvernant et les citoyens. Et il faut ne pas se couper de ça et au contraire, développer ce travail en commun, développer cette coordination, cette concertation, parce que c'est là qu'on peut avoir aussi une remontée des bonnes initiatives, des bonnes idées, et écouter ces bonnes idées et les transformer en règles, mais pas l'inverse. Il faut écouter, il faut travailler en commun, ensemble, et ensemble, together we can, peut-être, ça peut être le slogan. Eh bien, merci à vous trois pour cette belle rencontre. Merci aussi pour vos engagements et votre optimisme. Et rassurez-vous, dans 10 jours, on pourra franchir la frontière. Voilà. Bonne soirée à tous.